Cette semaine, dans Smart Tech, dans le grand débrief, nous avons autour de la table Vanessa Bouchara. Bonjour Vanessa, Bonjour, je devrais dire maître d'ailleurs, avocate spécialisée en droit d'auteur. Vous êtes au cabinet Bouchara Avocat et à côté de vous, Angélique Gérard. Bonjour Angélique. Vous êtes présidente fondatrice de STEM Academy et Alain Staron. Bonjour Alain, président d'Artifil. Alors voilà pour les présentations. Maintenant, sur nos sujets, on va s'intéresser à une levée complètement folle, historique même pour la Silicon Valley, de The Thinking Machine Lab, qui a été fondée quand même là en début d'année, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, par l'ancienne CTO d'OpenAI, Madame Murati. On va aussi parler du plan national Oser l'IA, qui a été annoncé par la ministre de l'IA et du numérique, Clara Chapaz. Et puis, on va parler de Carmat, parce que pourquoi? On n'aura peut-être pas beaucoup de temps, mais quand même, pour moi, c'est un crève-cœur ce qui se passe en ce moment autour du cœur artificiel. J'ai fait exprès de faire ce jeu de mots. Merci Alain de le signaler. On va commencer, cela dit, ce débrief par un autre sujet. La Gen AI pose de nouvelles questions en matière de rémunération des contenus utilisés. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a confié le lancement de 2 missions au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA. Un volet transparence qui doit permettre d'exiger aux plateformes d'IA un résumé détaillé de leurs sources. Et puis, il y a un volet rémunération, confiée à la fois à Alexandra Bensamoun, donc pour la partie droit, et Joël Farchi pour la partie plutôt économie. Bonjour Joël Farchi, vous êtes connecté avec nous, vous êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'économie des industries culturelles, vous êtes la directrice de la chaire de recherche pluralisme culturel et éthique du numérique. Et donc l'objectif de cette partie de la mission, c'est vraiment de penser quel serait le cadre juste de valorisation des œuvres utilisées par les IA génératives. Première question, Joël, c'est est-ce que cette IA, finalement, elle change fondamentalement la donne par rapport à la première révolution numérique, qui est finalement l'apparition d'Internet, avec la possibilité de diffuser très très largement les contenus, de les partager entre les internautes, de créer aussi de nouvelles façons de produire de la culture. Est-ce que là, avec l'IA générative, c'est très différent en fait de cette première révolution numérique ? Oui, bien sûr, c'est très différent pour une raison très simple, c'est que effectivement, c'est pas la première fois qu'il y a des contenus protégés par la propriété intellectuelle qui sont appropriés par un certain nombre de gens, ce que les ayants droit appellent du pillage. Simplement, il y a 20 ans, quand il y avait des pillages, il n'y avait pas quelque chose qu'il y a avec l'IA, c'est que l'IA, non seulement elle absorbe des données, disons des données œuvres qui sont protégées par la propriété intellectuelle pour fonctionner, mais par ailleurs, elle produit en aval ce qu'on appelle dans le rapport des quasi-œuvres synthétiques, c'est-à-dire des quasi-œuvres, des choses qui ressemblent à des œuvres. Donc il y a une double concurrence. Il y a à la fois le fait d'aller chercher des contenus qui sont protégés sans l'autorisation des ayants droit, et en plus, il y a cette idée que ça va faire la concurrence ensuite avec les œuvres humaines, et que progressivement, il y aura de moins en moins d'œuvres humaines qui seront créées si effectivement ça se généralise, ces contenus, ces quasi-œuvres synthétiques. Donc oui, c'est quelque chose de tout à fait différent par rapport à des formes d'appropriation que le numérique a déjà connues. En fait, oui, c'est ça, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on va avoir une concurrence finalement des créations, des œuvres réalisées, créées par des humains. Et vous dites aussi un risque d'appauvrissement, de saturation qui va invisibiliser, qui va avoir en fait une deuxième conséquence économique sur le secteur culturel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut surtout pas opposer. Il y a eu beaucoup de débats qui ont opposé l'innovation dans l'IA et puis la rémunération des ayants droit. Je pense que cette opposition, elle est totalement stérile, et qu'en fait, c'est dans l'intérêt à la fois des ayants droit et de l'innovation dans l'IA de trouver des accords. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ont montré. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'effectivement, pour qu'il y ait de la création humaine, il faut qu'il y ait des investissements, et donc il faut qu'il y ait des transferts de valeur. Mais par ailleurs, si on se place simplement du point de vue non plus des ayants droit, mais du point de vue des gens de l'IA, que ce soit les développeurs ou les déployeurs, il y a quelque chose qui a été montré dans des travaux récents de façon extrêmement claire, qui est ce qu'on appelle la dégénérescence. La dégénérescence, ça veut dire que si vous créez, parce qu'on pourrait se dire, finalement, on va créer un monde dystopique dans lequel il n'y aura plus que des contenus synthétiques générés par de l'IA. Pourquoi pas ? Sauf que, indépendamment de tout autre problème philosophique, ce que montrent les travaux récents, c'est que si vous alimentez
les IA uniquement avec des contenus synthétiques, au bout d'un certain temps, ça appauvrit les résultats que vous créez. Et donc, vous avez besoin d'une certaine dose de contenu humain, un peu disruptif, pour alimenter les IA. Sinon, il y a de la dégénérescence et sinon, finalement, les modèles vont s'écrouler aussi. Donc, c'est le double intérêt à la fois des ayants droit et des gens de l'IA de développer des partenariats. C'est terrible de se dire finalement on va servir à alimenter aussi ces IA génératives et que nous faisons partie de l'économie, du business model des géants de l'IA. Parce que le rapport final il est attendu courant 2025, mais vous avez fait une première présentation fin juin du rapport. Quelles sont les grandes mesures là? Vous pouvez nous citer très rapidement. Alors, le rapport, il a déjà été rendu, le rapport final a été rendu. On est dans une autre phase aujourd'hui, qui est la phase de concertation qui a été lancée par les 2 ministres du numérique et de la culture. Donc, la phase de concertation qui a commencé il y a un mois est une phase dans laquelle on va utiliser le rapport pour voir quelles sont les pistes qui pourraient être utilisées. Dans le rapport, il y a beaucoup de choses sur comment on évalue, parce qu'il y a la question du combien, il y a le cadre, mais il y a évidemment la question du combien ça vaut, tout ça. Donc, il y a beaucoup de pistes dans le rapport. Et puis, il y a des pistes sur le cadre pour dire, au-delà des accords négociés directement entre les partenaires, il y a des formes d'incitation à mettre en place, en particulier autour d'infrastructures techniques, ce qu'on appelle dans le rapport économique des places de marché qui vont permettre de diminuer les coûts de transaction et de faciliter les négos. Un commentaire, Vanessa Bouchara, sur... Oui, ce rapport est passionnant parce qu'effectivement, on voit que Joël et Alexandra Bensamoun ont beaucoup travaillé sur à la fois les aspects juridiques et les aspects économiques pour arriver à poser le sujet. Parce que ce rapport, c'est vraiment ça, c'est qu'on pose le sujet, on voit comment on arrive à avoir des pistes pour le régler et pour finalement qu'il n'y ait pas cet appauvrissement. Alors moi, je pense aussi beaucoup qu'en matière d'utilisation d'intelligence artificielle, effectivement, l'intelligence artificielle auto-générative, elle va très vite avoir des limites et elle ne peut fonctionner que s'il y a un rapport, s'il y a un fonctionnement très imbriqué entre l'homme qui va créer, qui va donner des instructions précises et finalement la machine. Et donc, en réalité, ce rapport qui passe, comme le disait Joël, dans une seconde phase aujourd'hui, il est là pour arriver à faire une sorte de point médian entre donc l'innovation, la régulation, comment on arrive en fait à trouver le juste équilibre entre la rémunération des auteurs qui est indispensable, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, l'est tout autant. Après, Joël, pour véritablement passer à la phase action et prendre les bonnes mesures, trouver où mettre le curseur précisément, il va falloir trouver un consensus européen. Alors, attention, parce qu'il faut trouver un consensus européen si vous voulez faire de la régulation hard, c'est-à-dire si vous voulez faire des lois, des réglementations. Si on arrive, et c'est le but de la concertation, je ne sais pas si ça marchera ou pas, mais le but de la concertation, c'est pas de changer la loi pour l'instant, c'est de faire en sorte que les gens se parlent. C'est des milieux qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas le même vocabulaire. Donc, il y a parfois des incompréhensions simplement dans les mots qui sont utilisés, dans la façon dont on perçoit ce que l'autre fait. Donc, déjà, la phase de concertation, ça va permettre de mettre face à face les acteurs et de dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez accepter. Donc, si cette phase de concertation marche, on n'a pas forcément besoin de changer les lois. Donc, changer les lois et ce que vous dites sur l'Europe, c'est tout à fait vrai si on veut changer les règles. Si on arrive à ne pas trop changer les règles et à faire ça intelligemment, on n'aura pas besoin de consensus européen. Un commentaire, Alain ? Oui, en fait, deux. Peut-être une question aussi. Hein. Oui, le deuxième est une question. Ok. Le premier commentaire, c'est que je crains que la bataille soit un peu perdue pour les humains. Quand on regarde... En matière de création ? En matière de création. Oh, en matière de production. Quand même. Pas de création. Non, pardon. Ça, c'était ma deuxième. En matière de production. En matière de production, parce que tout le monde a bien compris que ça allait beaucoup plus vite et que c'était beaucoup moins cher. Après, ma question et mon deuxième commentaire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde dit de l'IA qui travaille sur l'IA s'appauvrit. Vous vous souvenez comment DeepMind a fait le jeu de Go ? Il a fait marcher 2 IA ensemble, qui ont inventé des solutions qu'aucun humain n'avait comprises. Et donc, l'adversarial learning... Le jour où ça vient ici, donc c'était ma question, est-ce que vous y avez réfléchi ? Joël Frachy.
Oui, c'est marrant parce que moi je ne crois pas du tout que l'humain va être tué par l'IA. Je pense qu'il va y avoir des formes de collaboration qu'on n'anticipe même pas, mais qui vont se mettre en place. Et de toute façon, je rappelle que c'est marrant parce qu'on dit l'IA, comment l'IA a fait, etc., comme si c'était une entité qui venait toute seule, qui arrivait ad hoc, comme ça, qui nous tombait du ciel. Je rappelle quand même que les IA, de toute façon, c'est des choses qui sont faites par les humains. À un moment donné, il y a toujours des humains qui sont derrière l'IA. Donc après, il y a une certaine autonomie, tout ce que vous voulez, mais ça n'existe pas une IA qui fonctionne toute seule sans jamais avoir d'humains qui interviennent à aucun stade. Donc je sais que le transhumanisme est quelque chose d'assez à la mode. Personnellement, je ne crois pas du tout, je suis assez optimiste et je ne crois pas du tout que les humains vont disparaître dans la création, mais je suis persuadée que la manière dont on va créer avec les humains dans 5 ou 10 ans sera totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Et raisonnant volume, quand vous aurez des milliards de contenus générés de manière automatique, quelle place reste-t-il à la génération humaine ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait énormément de data disponible pour l'apprentissage des grands modèles et que là, on est arrivé au bout du système. Oui. Donc maintenant, d'où le on next risque step. une sorte de régression. Alors moi, je suis résolument optimiste aussi sur le sujet, et ce rapport tombe au bon moment parce qu'en fait, on est vraiment à la croisée de deux mondes, celui de la création et de la tech. Et à côté de ça, on voit bien que l'IA générative est en train de devenir un marché colossal. Donc on a quand même GPT, Mistral, Llama qui valent des milliards. Mais moi, je suis convaincue que sans contenu, notamment culturel, on n'aurait pas d'IA. Donc pas de création, pas de contenu, pas d'IA. Et je pense en fait que c'est normal de rémunérer les ayants droit. C'est pas un frein à l'innovation, c'est même une condition de pérennité à mes yeux. Je trouve ça très important parce que c'est important de stimuler l'IA. L'IA, c'est quand même le reflet de notre société, c'est quand même notre miroir. On est les utilisateurs. Et donc, si elle commence effectivement à créer ses propres modèles avec des collaborations avec d'autres algorithmes, je suis pas sûre qu'on s'y retrouverait et on reviendrait chercher ce qui nous plaît aujourd'hui dans l'IA et qui est encore en train d'évoluer. Après, je pense qu'il ne faut pas monter une usine à gaz. Il ne faut pas mettre en place un système si complexe qu'il viendrait finalement à tuer l'innovation européenne dans l'œuf. Il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a les petites startups françaises et européennes et on a besoin d'accélérer en innovation. Donc, il faut que ce soit simple, lisible. Il ne faut pas qu'il y ait des coûts disproportionnés non plus. Donc, il faut qu'on accompagne ce mouvement. Et puis, il y a un sujet aussi pour moi de débat de souveraineté sur notre diversité culturelle. Et je pense que c'est important de la protéger. Absolument. Joël Farchi, j'avais une dernière question pour vous parce que on a mis en place le système de redevance pour la copie privée. Est-ce qu'on pourrait imaginer un mécanisme identique qui s'imposerait justement à tous ceux qui créent des grands modèles à partir des contenus disponibles ? On peut toujours tout imaginer, l'imagination n'a pas de limite. Simplement, moi, pour l'instant, je suis totalement hostile à ça parce que c'est un modèle extrêmement contraignant. Et dans un monde qui bouge aussi vite, mettre en place des systèmes comme ça, qui nécessitent parfois 2 ans, 3 ans de négociations avant de pouvoir être changés, avant que les montants évoluent, etc., c'est pas maintenant. Peut-être que dans 5 ans, si on ne trouve pas d'autres solutions, si les gens ne négocient pas, il faudra en venir à ça. Mais je crois que pour l'instant, ça serait prématuré et totalement antiproductif. Merci beaucoup, Joël Farchi. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, directrice de la chaire de recherche pluralisme culturel et éthique du numérique. Merci pour vos éclairages. Bravo pour vos travaux. Nous, on continue autour de la table sur nos autres sujets. Je voulais vous faire réagir donc à cette levée. Je dis une levée folle, mais enfin bon, quand même, 2 milliards de dollars levés en amorçage. On n'a encore jamais vu ça pour Thinking Machines Labs, donc nouvelle entreprise, toute jeune entreprise de l'IA qui affole les compteurs, fondée il y a moins de 6 mois par l'ancienne CTO d'OpenAI, Mira Murati. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous dites là, vraiment, ils sont en train de péter les plombs, quoi. Enfin, ils font n'importe quoi. Ou au contraire, vous vous dites, il y a une vraie stratégie. Là, les Américains sont en train finalement de dire, vous n'allez pas pouvoir nous suivre. Ah bah ils crampent. On tue le marché. Ils sont en train de cramper. Non mais c'est juste incroyable parce que c'est quand même un seed. Donc moi je trouve ça bluffant. C'est un seed de 2 milliards. En fait on a déjà un séquoia qui s'est érigé et on se dit que la phase A ça va être une forêt de séquoia. C'est à la fois fascinant cette levée et puis c'est aussi inquiétant. C'est fascinant parce qu'elle prouve que l'industrie mondiale de l'IA ne se satisfait déjà plus des modèles existants. Et en fait ça sent un
peu ce parfum de révolution technologique, comme on avait pu le voir en fait Google et Yahoo. Donc moi, ça me rappelle ça. Et puis c'est inquiétant parce qu'en fait, on assiste à une concentration assez vertigineuse des capitaux et des talents autour de quelques stars de la tech. Et donc ça, c'est très questionnant. Et puis, on peut pas non plus écarter le risque de bulle, parce que 2 milliards en phase de seed, ça prend aussi de court le marché. Et on a quand même, il n'y a pas de produit en face, il y a un produit non fini aujourd'hui. Donc c'est purement spéculatif. Moi, je trouve ça vraiment bluffant. Et puis, 2 milliards, ça paye pas juste des serveurs, hein. Ça paye du talent et ça paye du pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement que les Américains sont en train de cranter. Il y a un vrai débat de souveraineté technologique, économique et scientifique sur le sujet. Et c'est pour ça que c'est inquiétant. Et ça envoie ce signal très fort, en fait, que la bataille de l'IA se joue pas seulement sur la performance des algorithmes, mais aussi sur cette souveraineté des États. Et donc, voilà, je ne peux que regretter malheureusement que nous soyons en attente d'un mouvement aussi fort en Europe. Vanessa ? Bon, ça peut venir, et effectivement, je pense que ça se joue beaucoup sur le potentiel de Mira Murati, qui a fait ses preuves chez OpenAI et qui a beaucoup de potentiel, qui a des projets très prometteurs, et mais c'est vrai que les montants sont complètement délirants, incroyables, hors sol, clairement. Alors 4 mois, février 2025, juin 2025, 4 mois valut 10 milliards. C'est la valeur qu'on estime quand il lève 2 milliards. Moi, ça fait rêver pour un start-up. Moi, je dis chapeau. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais faire. De toute façon, c'est trop tard, mais voilà. Donc, oui, non, c'est tellement gros que de toute façon, c'est hors de mon champ de compréhension. Ouais. Après, c'est pas le projet. C'est les humains, c'est les hommes et les femmes, c'est l'équipe. C'est les talents. 21 des 29 premiers salariés viennent d'OpenAI. Donc, autrement dit, elle a pris son équipe d'OpenAI, dont on sait ce qu'elle sait faire. Elle dit, je les prends ailleurs pour faire quoi ? Pour faire ce qui manque. Quand on dit, effectivement, on est à la prochaine révolution, ce qui manque, c'est quoi ? C'est la recherche causale. C'est être capable de faire, non pas de la statistique, de je fais des choses qui ressemblent, mais de comprendre les relations de cause à effet. Et ça, c'est un super beau programme. Donc, je pense que je me suis demandé pourquoi autant de gens d'OpenAI rejoignent Machine Thinking Lab. Là. Ouais. Et je sais simplement parce que la vision. Il y a une vraie mission. Il y a une vraie mission. Je veux faire un cerveau, une IA qui comprenne les relations de cause à effet qui aujourd'hui n'existe jamais nulle part. Donc je pense que et là, ça vaut probablement 10 milliards. Après, la conséquence, et c'est qu'une conséquence, que les États-Unis font encore la course en tête, c'est malheureux, mais c'est pas juste maintenant. Ils ont fait OpenAI avant, bien Microsoft sûr. A investi dans OpenAI à ce moment-là, même Elon Musk était au début. Enfin, c'est une histoire qui est longue. C'est une suite logique. Et simplement, elle s'accélère. Et comme toujours dans les exponentielles, si on ne prend pas les premières marches avec le bon niveau, on rattrape jamais. Jamais. Ouais, malheureusement. Je me souviens des écrans cristaux liquides. Il n'y a plus que 2 fabricants au monde. Non, mais voilà. Parce que chaque étape, c'était à l'époque, c'était 1 milliard à chaque génération. Mais quand vous êtes à 4e génération, c'est fini. Plus personne ne peut suivre. Je suis convaincue que, quand même, du côté des Américains, l'idée, c'est vraiment de se dire que, de toute façon, il ne va y avoir qu'une poignée de colosses qui vont remporter cette bagarre, cette bataille de l'IA. Il n'y aura pas de place pour énormément d'acteurs. Donc là, oui, quand Angélique vous dit qu'ils crantent, oui, en fait, clairement, ils disent au monde entier, vous ne pouvez plus suivre. Voilà. Donc, nous, on sera peut-être, dans le meilleur des cas, des sous-traitants, des partenaires technologiques. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un rythme qu'on ne peut pas suivre. On passe à notre autre sujet, c'est ce plan national lancé en France, Oser l'IA, avec l'objectif de faire adopter cette technologie aux entreprises. Parce qu'on a découvert quelques chiffres grâce à BPI France. 8% seulement des TPE, 13% des PME utilisent l'IA et à peine 30% des dirigeants de TPE considèrent l'IA comme stratégique. Bon, alors on peut se dire, mais c'est une catastrophe, effectivement, il faut lancer un plan national. Ou on peut se dire, finalement, ils sont peut-être raisonnables, ces entrepreneurs. Est-ce qu'il ne faut pas y aller un petit peu plus doucement ? Quel est votre sentiment ? Je pense qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de souveraineté, de comment on se positionne, nous, par rapport à l'IA. Effectivement, on ne veut pas rater la course, je pense, en France, et on veut essayer de faire en sorte que ça soit adopté, que ça fasse partie... mais là, on parle d'appropriation, pas de fabrication. C'est le problème, c'est qu'on s'archiverie des technos américaines. Parce que finalement, l'appropriation, la fabrication, c'est rentrer dans ce fonctionnement et arriver à bien le comprendre pour après, finalement, l'intégrer et créer quelque chose à partir de là.
Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup d'hostiles, beaucoup de gens qui regardent ChatGPT, Claude, tout ça, mais pour un peu s'amuser, et finalement peu qui s'en servent au quotidien pour fonctionner et pour produire, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, je pense que c'est bien d'avoir lancé ce projet et que ça va nécessairement donner quelque chose. On passe par de la sensibilisation, on passe par de la formation, et donc tout ça, plus on sensibilise, plus finalement on est capable après de se dire que c'est un sujet central, primordial, et qu'il faut mettre les outils et les ressources pour pouvoir créer et s'approprier. Il manque un truc là-dedans, c'est obligé à utiliser des technos françaises ou au moins européennes. Ça, c'est compliqué. Alors, hein. Ah, mais ça m'est égal. Les Américains le font très bien, les Chinois le font très bien. Mais je ne veux pas entendre, c'est compliqué. C'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'en fait, rentrer dans. On oblige des utilités. Mais oui, les Chinois le font, les Américains le font. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Ça pourrait être un prérequis. Exact. Parce qu'on en a besoin. C'est un sujet important. Moi, je trouve effectivement que c'est un super plan. Et donc, il faut l'applaudir, l'encourager. On a effectivement un vrai retard dans l'adoption de l'intelligence artificielle en France, notamment dans les PME. Et donc, il y a encore trop d'entreprises qui voient ça comme un coût, une menace, un concept, un gadget. Et donc, former massivement, c'est vraiment la clé. Démystifier, si ça permet de comprendre comment ça fonctionne, quels bénéfices je peux en tirer ou pas, c'est et de pas juste consommer bêtement une technologie. On leur apprend comment marche. Mais c'est la condition, c'est pas juste adopter pour adopter. Absolument. Et après, il y a l'adoption. En fait, c'est pas qu'un enjeu de compétitivité. Et là, je te rejoins totalement. C'est un enjeu économique, culturel et linguistique. Pourquoi linguistique? Parce qu'aujourd'hui, les IA sont entraînées sur des modèles anglo-saxons qui n'ont pas nos références historiques, culturelles, qui n'ont pas notre humour. Et donc, je trouve que la souveraineté numérique, c'est aussi pouvoir s'exprimer et réfléchir dans notre langue. Et donc, je suis d'accord, ça pourrait être un prérequis. Et après, un point qui me tient très à cœur, c'est oser l'IA, oui, mais oser la mixité, oser la diversité. Nous, chez Women in STEM Europe, on a pris l'engagement de former 1000 femmes avant la fin de l'année gratuitement à des modules d'intelligence artificielle. Et j'utilise le plateau du grand débrief aujourd'hui, pardon Delphine, pour lancer une bouteille à la mer à Clara Chapas pour lui dire mais on veut vous rencontrer parce qu'on est capable de doubler, tripler, quadrupler ce nombre de femmes que l'on peut former à l'IA gratuitement puisque les femmes sont sous-représentées dans les métiers d'IA, mais ce sont celles aussi qui l'utilisent le moins et qui sont moins à même à se former. C'est un énorme sujet et je pense que la souveraineté numérique passera aussi avec l'adoption des femmes. On est ravis de passer ce message aussi. On la taguera. Il y a quand même une bonne initiative. Merci. Je dis il y a quand même une bonne initiative. Je suis dure avec ce plan Oser l'IA, mais c'est vrai que moi ça me pose question quand on est juste dans il faut absolument utiliser ce qu'on a et aujourd'hui ce qu'on a c'est quand même des techs américaines. Moi il y a un truc qui m'a intéressée dans ce plan Oser l'IA, c'est l'idée de faire une journée en fait comme l'AI Business Day au moment du sommet pour l'action sur l'IA, une journée qui va rassembler l'écosystème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'écosystème européen, on ne le connaît pas en matière d'IA. On parle tout le temps de Mistral. Il n'y a pas que Mistral. Donc, il faut aussi que les entrepreneurs, les entreprises à qui on dit qu'il faut absolument adopter l'IA, ok, mais il faut aussi qu'ils aient conscience qu'il y a tout un écosystème d'IA qui est en train de se construire chez nous. C'est important ça. Il faut réunir nos forces. Plus, ça me semble plus important que d'imposer finalement. Voilà. Je suis d'accord. Plus sensibiliser, informer, qu'on sache, fédérer, fédérer plutôt que d'imposer. Je trouve que le côté imposer, c'est un peu trop. Mais c'est ça qui tue l'Europe. De ne pas imposer. De ne pas imposer. Non, mais on ne pas imposer. Dès qu'on impose quelque chose, de ne pas imposer des choix technologiques. Bien sûr. Européens continentaux. Ah oui, on est d'accord. En fait, on est peut-être trop en retard pour pas imposer. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que si on avait Attends, double négation, je réfléchis sur les trop en retard. On est trop en retard. On parlait effectivement des Américains, on peut aussi parler de la Chine, on a 2 géants technologiques mondiaux, on n'est pas encore en phase d'accélération, effectivement regrouper, fédérer tout le monde, ce serait précieux, mais si effectivement on avait des prérequis pour utiliser nos propres modèles, donc là on est sur un sujet de souveraineté intellectuelle, de formation sur nos modèles, l'adoption se ferait aussi peut-être beaucoup plus vite. Et puis, il y a des enjeux géopolitiques derrière. Donc, 500 millions d'Européens, je pense qu'on saurait faire le poids. Il faut juste s'y mettre. Si on sort quand même juste du prisme, 500 millions de consommateurs de technologies américaines. Mais alors, je voudrais quand même qu'on garde un petit peu de temps pour mon crève-cœur.
C'est ce qui se passe autour de Carmat, parce que là, justement, on parle d'une tech française quand même assez extraordinaire, une aventure du professeur Carpentier, que moi j'ai suivi pratiquement depuis le début, à l'époque de Sciences et Vie Micro, pour ceux qui ont suivi. Et là, moi, quand j'entends en fait Stéphane Pia, donc le directeur général de Carmat, qui nous dit on est une des nombreuses victimes d'un marché français des capitaux qui ne fonctionne pas, je me dis, ok, c'est grave en fait. Ils n'arrivent pas à trouver 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on en est là. Ils n'ont pas réussi. Ils ont fait un appel aux dons. Ils n'ont pas réussi non plus à lever 3,5 millions sur un projet qui est énorme. Enfin, on parle de deep tech. Aujourd'hui, ils trouvent porte close. Comment c'est possible, ça ? Donc il y a 2 appels là finalement dans cette émission aujourd'hui. Ah oui, exactement. Ça, Parce qu'il est possible que tout ce qui se passe, ça sensibilise finalement mieux, j'allais dire tout le monde, à ce sujet qui est quand même un sujet de société et pour le coup de souveraineté. je peux être cash. Oui. Tu l'es généralement, non ? Vas-y. C'est que tu sais pas ce qui va arriver. Il se trouve que j'ai travaillé un peu pour Karma et je faisais de l'IA prédictive, c'est-à-dire s'assurer à l'avance que le cœur pouvait avoir un problème. Et c'est un projet extraordinaire. Il est allé trop lentement. Il est allé trop lentement, donc Stéphane a tout à fait raison, c'est un problème de marché des capitaux en Europe et en France. On n'a pas financé assez ce développement. Donc Karma, vous voyez bien ce que c'est, hein, c'est une pompe mécanique que vient greffer sur des oreillettes. Bien. C'est un cœur entièrement artificiel. Absolument. Implanté dans le corps qui remplace l'ensemble de la machine, et ça c'est unique au monde. C'est unique au monde. Voilà. Et c'est unique au monde. Alors bon, il y a des à quoi ça sert aussi. Bon, on permet de ralentir le moment où on a besoin d'une greffe. Ça c'était le plan initial. Et de toute façon, il y a tellement besoin de cœur qu'il faudrait en faire beaucoup plus. Le fait que la health tech est extrêmement lente est aussi un problème. Ils ont un temps fou pour faire valider leur système dans différents marchés. Et c'est national. Malheureusement, c'est pas européen. Donc ils ont commencé par la Hollande ou le Danemark avant d'arriver en France. Enfin, c'est un peu ubuesque. Mais le vrai sujet, c'est que plus le temps passe, plus les technos bougent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe du côté du Japon, on peut se poser la question sur la pertinence de la solution Karma en 2025. Avec la remise en question alors de tout ce que vous voulez. Il y en a certains qui critiquent certains choix stratégiques faits par l'entreprise. Il fallait juste il fallait plus vite. Donc pour ça, il leur fallait des moyens supplémentaires qu'on leur a pas donnés. Bon, mais là, c'est souvent une question d'argent, oui. Mais c'est que ça. La pauvre équipe, c'est les mêmes depuis 20 ans qui sont là-bas à côté à Vélizy. Là, ils bossent comme des tarés. C'est un problème ultra compliqué et on leur a pas donné assez de moyens. Ce qui fait que maintenant, malheureusement, on se déplace. Finalement. Alors là, ils sont en redressement judiciaire. Mon problème, ils peuvent encore s'en sortir et avoir. Mon problème, c'est, je regarde un peu l'évolution des technos et ce qui tue, c'est pas forcément les moyens qui vont arriver, tout ça. C'est un moment d'être capable de sauter sur la bonne technologie. Alors visiblement, ils chiffrent leurs besoins de financement à 35 millions d'euros pour les 12 prochains mois, 20 millions avant fin décembre. J'ai l'impression que voilà, c'est très difficile à trouver. Après, il peut y avoir une réaction peut-être au niveau de l'État. Ce serait souhaitable. J'ai vu le ministre de la Santé réagir en disant pour l'instant, ils ne les avaient pas encore rencontrés, mais qu'il allait le faire. Peut-être que tout ça est en train de se discuter au moment où nous vous parlons. On ne le saura que prochainement. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réactions sur cette actualité qu'on a commentée ensemble. Vanessa Bouchara de Bouchara Avocat, Angélique Gérard de la STEM Academy et Alain Staron d'Artifil. Merci encore. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.